Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran qui va débarquer dans un instant pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va ouvrir une page intéressante, une page qui va se dérouler sur 8 épisodes dont voici l'introduction. Donc avec l'introduction, il y aura 9 épisodes au total. Et ça va nous suivre pendant les 8 prochains jours. C'est passionnant, c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai lus. On est tellement dans le cœur de la chaîne que je ne comprends pas pourquoi ce document que j'avais mis en favori il y a un an, je ne le traite que maintenant. On va voir ensemble comment les politiques accusés de VSS, de violence conjugale ou de viol, se défendent. Et on va voir les points communs qu'il y a dans leur défense. Vous allez voir, c'est un document qui est passionnant et qui résume parfaitement la façon dont les gens qui sont accusés de VSS se défendent. C'est un document incroyable qui fait 130 pages, on ne va pas tout lire évidemment, et on va donc diviser la lecture de ce document en 8 épisodes. Le premier épisode, donc déjà l'introduction, on va lire un tout petit peu l'introduction pour comprendre un petit peu ce dont il s'agit, on en a pour une dizaine de minutes. Dans le premier épisode, on parlera des stratégies de déni et de minimisation des faits. Très intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les discours de tous les agresseurs. On nie la réalité, on minimise les faits reprochés, voire on renverse la charge de la preuve, la charge de la culpabilité, et on va expliquer que c'est un petit peu sa faute à elle, ce qu'on appelle du Darvo. D pour deny, on nie. A pour aggression, on agresse la personne. R pour reverse, victime, oppresseur, on renverse la situation de la victime et de l'agresseur. Ensuite, on verra comment en fait ils utilisent volontairement un mésusage des termes judiciaires, chose que l'on retrouve très fréquemment également dans la défense des autres agresseurs, pas que dans le niveau politique, ce sera le deuxième épisode. On fera un troisième épisode sur les stratégies de discrédit et de silenciation des victimes, où on dressera beaucoup de ponts avec la stratégie de l'agresseur telle qu'elle avait été théorisée et mise sur le devant de la scène par le collectif féministe contre le viol, et puis on reparlera un petit peu de tout ça pour bien comprendre comment ça fonctionne, et bien comprendre surtout comment nous, quand on est témoin de ce genre de fait, on doit réagir. Le quatrième épisode s'appellera Solidarité de groupe et fabrique de l'impunité. Donc l'impunité, la mise en place de l'impunité, c'est ce qui va permettre à l'agresseur de recruter des alliés et d'éloigner les potentiels alliés de la victime. Et vous voyez comme c'est assez incroyable de se dire qu'en partant de 9 faits politiques dont on va parler dans cet épisode aujourd'hui, on va retrouver tout l'arsenal utilisé par les agresseurs pour se justifier de leurs actes. Cinquième épisode s'appellera Balayer l'expression des victimes et les renvoyer vers la justice, très intéressant. La justice ne condamnant qu'un viol sur 100 maximum, grand maximum, hein, un viol qui a été judiciarisé sur 100 aboutit à une condamnation. Et ben il est bien facile de dire vous avez qu'à saisir la justice. Et puis si réellement j'ai violé, je serai condamné. Et ça marche pas comme ça, on le sait très bien. La solidarité à géométrie variable, ce sera le 6e épisode. 7e épisode, articuler la politique et la justice pour prévenir et sanctionner les VSS. Donc là, on va rentrer sur un terrain un petit peu plus politique, le terrain sur lequel je m'aventure depuis un moment, qui m'intéresse de plus en plus. 8e et dernier épisode, la nécessaire remise en question de la pratique de la politique avec une ouverture qui sera nécessaire à faire sur comment on pratique la politique quand on est un homme et qu'on est entouré de femmes. Parce que le problème, c'est les hommes. Le problème, c'est que les hommes agressent. Et donc, voilà ce qu'on va voir ensemble. Voilà les 8 épisodes qu'on va voir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de ces 8 épisodes, laissez-moi vous présenter un petit peu ce document qui est proposé par l'Observatoire des VSS en politique, qui est un document qui a été partagé en juillet 2023, que j'avais depuis cet été, mais cet été j'allais assez mal, donc je l'avais mis en favori, puis je l'ai oublié avec le temps. Et vous le voyez, il commence de la façon suivante, avec « Je suis innocent, elle veut me nuire politiquement ». Tu n'es pas seul, la loi est avec toi. Analyse des réactions des personnalités politiques mises en cause pour violences sexistes et sexuelles, de celles de leur entourage et de leurs conséquences. Et donc, on va parler de quoi ? On va parler de ces 8 affaires. L'affaire Darmanin, l'affaire Hulot, l'affaire Zemmour, l'affaire Perra, l'affaire Boif, l'affaire Coquerel, l'affaire Abad, l'affaire Quatennens et l'affaire Bayou. On a quand même quelques politiques de gauche là-dedans, c'est assez embêtant. Le 15 novembre 2021, près de 300 femmes politiques françaises lançaient le mouvement MeToo politique, qui n'a quasiment pas pris d'ailleurs. Pour que cesse l'impunité, la tolérance à l'égard des violences sexistes et sexuelles dans les institutions et partis politiques. Une des raisons pour lesquelles ce MeToo a assez mal pris, c'est que là, pour le coup, il concerne l'un des milieux dans lequel il y a le plus de pouvoir, le plus de présence de la domination masculine. Et donc c'est là que c'est le plus facile de faire taire, de recruter des alliés, pour faire en sorte que ce genre de prise de parole publique, collective, commune, ne puisse pas aboutir. Plusieurs partis politiques marqués à gauche s'étaient alors engagés à cesser d'embaucher, de promouvoir ou d'investir des personnes mises en cause pour ce type de violence. Et si ça a été fait par la LFI, par exemple avec Tawaf, ça n'a pas été fait avec Adrien Quatennens, qui a été réintégré à la LFI. Il y avait eu un sondage qui avait été fait au sein des militants LFI,
qui avait voté à majorité, pas écrasante, mais à majorité quand même, contre sa réintégration. Jean-Luc Mélenchon n'en a fait qu'à sa tête, il a malgré tout été réintégré. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences, du coup, sur la représentation que ce parti va donner, l'honnêteté de son implication pour lutter contre les VSS. Et tout ça, c'est des choses qui vont être abordées dans le document et qu'on abordera point par point. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, association fondée en février 2022, s'est fixé comme mission la production régulière d'études sur les VSS en politique. Cette première étude analyse les réactions et stratégies de défense des hommes politiques mis en cause pour des propos ou comportements sexistes, des violences sexuelles, ainsi que les réactions de leurs entourages et organisations politiques de 2017 à 2023. Ils vont utiliser toute une série d'outils dans ce document, que vous connaissez parce que je vous les ai déjà présentés sur la chaîne. Je le rappelle, aucun n'est de moi, bien évidemment. Aucun des outils dont on va parler dans ces 8 épisodes n'est de moi. Il s'agit d'outils qui ont été développés par des chercheuses, par des militantes, par des organismes collectifs, féministes, et on les rappellera. On rappellera d'où les éléments d'interprétation proviennent, on essaiera de les représenter de nouveau, et on essaiera à chaque fois de donner des solutions. On va faire en sorte que cet épisode ne soit pas un truc voyeuriste où on en met plein la gueule à 9 hommes politiques. On va faire en sorte que cet épisode soit un épisode pour nous rappeler comment fonctionne la stratégie de l'agresseur et comment on lutte contre. En 6 étapes. Et puis les 2 dernières étapes sont des étapes d'ouverture politique qui, moi, m'intéressent beaucoup. Passez outre si jamais l'élection politique vous intéresse assez peu. Cette étude ne porte pas sur la qualification des faits et ne nie pas la différence de gravité des accusations portées en fonction de chaque cas. À l'exception de Jérôme Perra et d'Adrien Quatennens, condamnés pour violence conjugale, les affaires étudiées concernent des hommes qui soit n'ont pas fait l'objet d'une enquête judiciaire, soit sont, à ce jour, présumés innocents en vertu du code de la procédure pénale. Cette étude se concentre sur les discours développés autour des réactions à la révélation de ces affaires. Et vous verrez que la plus incroyable, c'est l'affaire Hulot. Vous verrez, moi j'avais oublié à quel point c'était ubuesque ce qui s'est passé autour, c'est hallucinant. Nous avons choisi de nous limiter à ces 9 cas, même si le vivier aurait pu être élargi avec l'affaire Benoît Simian, l'affaire Asselineau, l'affaire Martin Arnoult, l'affaire Lassalle, l'affaire Hervé Juvin, etc. Les cas retenus couvrent une vaste partie de l'échiquier politique, de la NUPES à l'extrême droite en passant par Renaissance et LR, et ont été abondamment commentés dans la presse. La méthodologie employée est la suivante. Nous avons travaillé à partir de sources d'informations publiques, les médias, les réseaux sociaux, qui sont reproduites in extenso en annexe pour en extraire un rappel des faits. Donc nous, on n'ira pas voir ça, on leur fait confiance. Rassurez-vous, je suis allé vérifier leurs sources. Leurs sources sont tout à fait fiables. Effectivement, ils n'ont absolument, et elles n'ont rien inventé. Tout est effectivement public, tout est cité. Si jamais vous ne me croyez pas, bien évidemment que je mettrai ce document dans la description de la vidéo, que vous pourrez aller consulter vous-même, vous pourrez aller vérifier vous-même que les sources qui sont citées sont des sources existantes, il n'y a pas de lien mort, je n'ai trouvé aucun lien mort, toutes les sources existent encore, donc vous pourrez vérifier par vous-même si vous en avez besoin. Autrement, je pense que le lien de confiance est suffisamment établi entre nous pour que vous puissiez me faire confiance. Leurs histoires sont différentes, mais leurs récits, leurs stratégies sont comparables, très intéressants. Qu'il s'agit de violence conjugale, d'une gifle, qu'il s'agit d'avoir voulu contrôler le comportement de sa femme, qu'il s'agit d'avoir pris son téléphone, qu'il s'agit d'être accusé de viol, qu'il s'agit d'être accusé de viol conjugal. Tout ça, ce sont des spectres, c'est un grand spectre des violences masculines. Il en existe évidemment beaucoup d'autres, le pire étant le féminicide, les moins graves étant la pensée misogyne ou sexiste, et puis après on va monter en termes de gravité avec les propos sexistes, les propos misogynes, les comportements déplacés, etc. Mais quel que soit l'endroit où l'agresseur va se trouver dans ce spectre, il va utiliser d'une stratégie commune aux autres agresseurs. Et c'est ça qui est passionnant dans ce document. Et donc, on va essayer de se remémorer la façon en fait, dont ils se sont défendus pour ne pas tomber dans le piège lorsque vous entendez des influenceurs sur Internet essayer de se défendre d'affaires de VSS qui les concernent. Résumé des enseignements de cette étude. Donc, voilà ce qu'on va voir dans le grand détail pendant les 8 épisodes prochains. Cette étude se focalise sur les réactions suscitées lors de la révélation par la presse d'affaires de VSS en politique entre 2017 et 2023. Leurs histoires sont différentes, mais leurs récits et leurs stratégies sont comparables. En effet, les hommes politiques mis en cause pour VSS et leurs entourages, quelle que soit leur appartenance politique, important, quelle que soit la gravité des faits reprochés, l'existence ou non d'une enquête judiciaire ou d'une enquête journalistique, adoptent la même ligne de défense. À savoir, et là c'est un petit aperçu de ce qu'on va voir dans les 8 prochains épisodes, ils nient les faits, ou s'ils ne peuvent pas les nier, ils les minimisent. Et ils accusent celles qui ont parlé de mentir. Ça s'appelle du darvo, d'accord ? C'est du darvo. On nie les faits, on va agresser la personne, voilà du darvo. Vous voyez, nier, attaquer et inverser le rôle de la victime et de l'agresseur, c'est une technique évidemment de manipulation psychologique
qui va consister à essayer de retourner l'opinion publique et même de faire ce qu'on appelle du gaslighting, c'est-à-dire d'arriver à essayer de convaincre la victime que c'est un peu de sa faute, voire que c'est elle la coupable. Quelques exemples, mais on va les voir beaucoup plus en détail. C'est même pas un spoil, c'est une sorte de bande-annonce. Terrible. De Gérald Darmanin à La Voix du Nord, il faut quand même mesurer ce que c'est que d'être accusé à tort. De Nicolas Hulot, ces accusations sont purement mensongères. D'Éric Zemmour, ces femmes-là m'accusent sans aucune preuve. De la part de Damien Abad, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. D'Adrien Quatennens, la violence n'a jamais caractérisé cette relation, à part le moment où il a utilisé de la violence et que la justice a reconnu qu'il était violent conjugal. Deuxième point sur lequel on reviendra, l'entourage s'émeut d'un éventuel complot politique qui ne sera jamais étayé, et on a exactement la même chose avec les influenceurs. C'est pour causer du tort à tel influenceur. Et il y a des influenceurs, aujourd'hui, dans certaines sphères qui sont spécialistes de ça, qui vont dire « si vous nous faites des critiques, c'est parce qu'en fait, vous en voulez à notre groupe, ou alors vous voulez nous faire du mal, ou alors vous êtes des gauchistes, ou alors vous êtes je ne sais pas quoi ». Marianne Schiappa, par exemple, au propos de Nicolas Hulot, qui avait déclaré « Je crois que le viol, c'est une affaire trop grave pour être instrumentalisée politiquement. » Très bien, n'en parlons pas dans ce cas-là. L'entourage d'Éric Zemmour estime que ce n'est pas une affaire judiciaire, mais une affaire politique, qui sort au moment où chacun sait qu'il y a des velléités autour de lui. Objectif du Barouf sur Coquerel, ça c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit ça, sa présidence de la commission des finances et la revanche du RN. Alors s'il est vrai à 100% que s'il y a bien un seul parti à l'Assemblée nationale qui, à chaque fois qu'il faut voter des lois pour les minorités, et en particulier des minorités de sexe et de genre pour les femmes, c'est bien effectivement la France Insoumise. Ça c'est vrai, il n'y a aucun souci par rapport à ça, on l'avait déjà vu dans un live, ils sont toujours là quand il faut voter. Mais la personne qui était à la tête de ce parti, Jean-Luc Mélenchon, est quasiment systématiquement à l'envers quand il s'agit de questions de VSS qui touchent quelqu'un de son entourage. À propos du vocabulaire judiciaire, sur lequel on va très longuement revenir aussi, utilisé à tort et à travers, parfois jusqu'à nier l'existence d'une condamnation. On a, à propos de Nicolas Hulot, cette plainte a été classée sans suite, c'est faux, car non seulement l'affaire était prescrite, c'est faux, mais j'ai été auditionné par les gendarmes à ma demande, c'est faux également. Et les enquêteurs ont très rapidement considéré qu'il n'y avait rien qui permettrait de poursuivre cette affaire. Tout est faux là-dedans, on aura le temps de revenir là-dessus. Julien Bayou qui dit « Je suis blanchi, innocent, innocenté ». Faux également. Stanislas Guérini, à propos de Jérôme Perra, qui dit « C'est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violence sur les femmes ». Très intéressant comme remarque, on aura largement l'occasion de refaire beaucoup d'analyses du coup avec les outils que les féministes ont réussi à développer. Il n'y a pas de portrait type de l'agresseur. Les agresseurs peuvent paraître des honnêtes hommes de l'extérieur. Voilà. Ils peuvent avoir une mine patibulaire, on peut les voir dans la rue arriver en se disant « Ouh là là, lui il me fait peur, il m'inquiète », mais ils peuvent avoir une bonne gueule, comme Léo Grasset. Nous verrons également les mises en cause qui expliquent leur souffrance et laissent planer le doute sur qui est la victime. Là, on est dans le RVO de Darvaux, d'accord, renverser la victime et la personne qui a été agressée. On a par exemple Gérald Darmanin qui dit « Je ne souhaite à personne d'être accusé à tort, moi non plus d'ailleurs. Et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'être la victime de la chasse à l'homme dont je suis l'objet. Dans cette chasse à l'homme, il y a une grande injustice. » Julien Bayou qui lui avait déclaré « C'est très dur de voir sa vie privée exposée. On ne devrait pas en passer par là. » Adrien Quatennens qui avait déclaré « Ce que je vis depuis 4 mois, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. J'avais été menacé par mon épouse, qui m'a dit si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions, je peux faire exploser ta carrière politique. » Et, d'après la défense, je vais arriver de Tabouaf, ce dernier a perdu son travail et n'en a pas retrouvé depuis. C'est faux. Il traverserait une grave période de dépression, c'était vrai, et dans ce cas-là, c'est très triste. Mais bon, c'est lui qui a été accusé de violence conjugale par pas mal de femmes. In fine, la plupart d'entre eux ne sont jamais inquiétés par la justice, la plupart poursuivent leur parti politique. Au demeurant, Gérald Darmanin est un excellent ministre du budget, comme disait Nicole Belloubet. J'ai entièrement confiance en Éric Coquerel pour mener à bien son travail de président de la commission des finances. Mathilde Panot. Félicitations, Mathilde Panot. Un jour ou l'autre, Quatennens reviendra dans la cour, Jean-Luc Mélenchon. Et le politique se cache derrière la justice pour que rien n'avance en matière de lutte contre les VSS en politique. Et là, on va citer Darmanin. Notre difficulté, je comprends la première ministre, c'est à la fois d'écouter la parole des femmes et évidemment, en tant que ministre de l'Intérieur, on y met beaucoup de moyens. On a aujourd'hui un équilibre subtil à trouver entre la présomption d'innocence et la garantie de notre démocratie à toutes et tous. Et en même temps, l'écoute naturelle de ceux qui ont à se plaindre. On est rarement juge de sa propre exemplarité. C'est osé, hein. Elisabeth Borne, qui elle avait déclaré « On attend des hommes politiques qu'ils soient exemplaires. Il faut que chacun prenne conscience que le monde a changé et heureusement. Y compris dans le champ de ce qui n'est pas pénalement répréhensible. Il y a des comportements que l'on n'a pas envie de voir. » C'est pénalement répréhensible, hein, Madame Borne, hein, le sexisme. Hein. Par un étrange effet de miroir avec ce qui se dit dans les associations de victimes de violences, leurs éléments de langage pourraient se résumer en 2 phrases. 1. Je n'y suis pour rien.
Et 2, je te crois, tu n'es pas seul, la loi est de ton côté, de la part de leur entourage. C'est pourtant dans ce contexte, lorsqu'elles sont utilisées par les auteurs présumés ou par leurs défenseurs, qu'elles semblent avoir le plus d'écho. Se trouve ici une démarche particulièrement sournoise de renversement de la responsabilité. La somme de ces interventions, qui tracent une ligne entre le disciple et l'indicible, qui dépeignent les témoignages comme les dévoiements du féminisme, crée un climat de défiance quant à la capacité des responsables politiques de faire montre d'exemplarité en interne et à produire des résultats en matière de lutte contre les VSS dans la société en général. Comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en train d'essayer de se cacher derrière le fait que la justice ne condamne pas, parce que la justice n'a pas les moyens de condamner, pour pouvoir dire la justice n'a pas condamné, donc c'est nous qui allons nous-mêmes tracer une ligne entre ce qui est sexiste, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Ils vont toujours se positionner du bon côté du sexisme, ils ne vont jamais se positionner du mauvais côté. Alors évidemment, le viol, il peut rien faire. Vous voyez, il y a une affaire de viol qui sort, Nicolas Hulot, vous allez voir, c'est abracadabrantesque, sa défense. Mais pour le reste, pour tout le reste, vous voyez, Quatennens, il dit, bon, bah voilà, c'est une gifle, une fois. Une fois. Vous voyez, il arrive à tracer la ligne et à dire, ouais, non, là, c'est bien. Une gifle une fois, ça va. Et c'est ça le problème, c'est que quand on refuse d'avancer de façon politique sur la question des VSS, eh bien la question des VSS reste une question individuelle. Et donc, chaque politique qui va être accusé de ce genre de fait va pouvoir tracer lui-même une ligne et décider de quel côté il se trouve. Et évidemment, il se trouvera toujours du bon côté. Et c'est ça qu'on va examiner ensemble. C'est ça qu'on va examiner ensemble à partir du prochain épisode. Donc, prochain épisode, les stratégies de déni et de minimisation des faits reprochés. On verra un petit peu du coup comment est-ce que ces personnes-là se défendent. Je suis innocent, je veux me nuire politiquement. Et vous voyez, avant le sommaire, ça se termine par tu n'es pas seul, la loi est avec toi. Donc ça, c'est les propos que tient l'entourage des politiques qui sont accusés de VSS. Je suis innocent, elle veut me nuire politiquement. C'est le grand classique. Elle veut nuire à ma carrière pour les comédiens, pour les vidéastes, pour les youtubeurs, tout ce que vous voulez. On va voir ça dans les grands détails. C'est passionnant. C'est révoltant. C'est très intéressant et on va tous ensemble, pas se contenter de lire ça pour s'énerver, on va essayer de tout déjouer. On va essayer de prendre chaque élément de phrase, ça va prendre du temps, ça va être des épisodes de 20, 25, 30 minutes, peut-être, x8, une grosse série qui s'annonce. On va créer une playlist pour que vous puissiez vous retrouver qui va s'appeler Les politiques se défendent, de VSS. Et j'espère que ça vous intéressera, je vous assure qu'il va y avoir des choses qui vont vous rappeler de mauvais souvenirs et vous allez apprendre des trucs que moi j'ai découverts en lisant ce document qui sont assez dingues. Prenez soin de vous, je suis enthousiaste qu'on puisse parler de cette question-là parce qu'elle a une ouverture politique très forte. Les 6 premiers épisodes qui vont vraiment consister à essayer de comprendre quels sont leurs éléments de langage et on va essayer de les détricoter, vont nous amener à nous poser des questions politiquement. Qu'est-ce qu'on fait politiquement là ? Là, on a des élections européennes qui arrivent dans pas longtemps et puis ensuite on a des présidentielles qui arrivent dans 2 ans et demi là, en 2027. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça me passionne. À demain. Salut Safran.